Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là pour cette dernière table ronde de notre semaine à l'école de l'Anthropocène. Merci aux courageux qui sont là encore le dimanche en fin d'après-midi et même peut-être en début de soirée pour pouvoir discuter avec nous du sujet qui est affiché au-dessus de vous, ici et demain, le commun, le futur, la jeunesse. Nous avons en effet voulu terminer cette semaine par un débat entre trois acteurs, des engagements contemporains avec trois sensibilités différentes, trois histoires différentes, trois manières différentes d'appréhender cette nécessité de construire des activismes nouveaux dans une situation qui, à bien des égards, est incomparable. Et il nous avait semblé important de terminer cette semaine par ce type de débats qui ont de toute façon été omniprésents durant ces 7 jours, à la fois dans nos ateliers, nos tables rondes et nos émissions de radio. Pour débattre de cela, nous allons échanger et dialoguer donc avec Margot, qui est située immédiatement à côté de moi. Bonsoir. Voilà, qui est une activiste au sein du mouvement Youth for Climate, qui a été très présent durant cette semaine, puisque nous avons voulu donner une carte blanche à ce mouvement qui, vous le savez maintenant, si vous nous avez suivis, n'est ni une association, ni un parti politique, mais un mouvement très, très particulier, relié à d'autres mouvements de jeunes et de moins jeunes d'ailleurs, à l'échelle internationale et mondiale. Ensuite, nous recevons Feda Vardak, qui est ici, au milieu. Bonsoir. Feda, qui était là depuis quelques jours aussi, qui nous fait l'amitié de rester quelques jours et qui se présente comme architecte, constructeur, chercheur. Et je crois que ces trois mots sont importants. Architecte parce que c'est sa formation, chercheur parce que c'est son éthique et sa manière de procéder, et constructeur parce que dans toutes les actions qu'il mène, il y a un rapport très important à l'acte de construire, soit parce qu'il y a passage à l'acte, soit parce que la réflexion sur l'acte de construire est tout à fait centrale dans ce qu'il mène, que ce soit à travers son travail d'architecte, mais aussi son travail d'artiste, en tout cas qui est aux limites du travail d'architecte et du travail d'artiste, notamment via les ateliers Médicis, mais aussi via une résidence à Dunkerque. Et il est aussi l'animateur d'un collectif qui s'appelle Aman Iwan. Aman, c'est plutôt le champ lexical de l'eau, je crois. Iwan, c'est plutôt le seuil. Voilà, puisque les questions d'eau ont été très importantes dans votre travail. Et Aman Iwan produit une magnifique revue, dont j'ai le deuxième numéro ici, Territoires et populations, c'est le sous-titre. Et le titre de numéro 2, c'est L'eau fait la pirogue. Je vous le conseille, c'est un très bel objet avec des textes tout à fait passionnants. Et puis, nous avons le plaisir de recevoir Marina Garcés. Bonsoir Marina. Bonsoir. Qui est une habituée des invitations lyonnaises. Nous avons toujours grand plaisir à la rencontrer. Marina Garcés est philosophe. Elle est professeure aujourd'hui à l'université ouverte de la Catalogne, après avoir longtemps été professeur de philosophie à l'université de Saragosse. Et je vais commencer peut-être par vous, Marina, parce que vous occupez une position singulière dans la philosophie européenne contemporaine, mais aussi dans la vie sociale et politique de l'Espagne et de la Catalogne, parce que depuis maintenant de longues années, depuis le milieu des années 90, dirons-nous, vous avez été systématiquement engagé en tant que philosophe, mais bien plus que dans un engagement purement intellectuel. Vous avez été engagé dans de très très nombreux mouvements, notamment en Catalogne, mouvements très observés en Europe comme emblématiques des nouvelles formes d'engagement. Cela a commencé, je crois, par l'occupation d'un cinéma dans les années 90. Ça a suivi par de très nombreuses autres occupations, mobilisations, par des engagements politiques plus formels auprès du mouvement M15, auprès de la mairie de Barcelone à certains moments. Ça a passé aussi par la création de collectifs ou de structures comme Espai Un Blanc, une structure où vous avez essayé justement de réfléchir à l'engagement politique en convoquant des voix qui ne sont pas habituellement convoquées autour de cet engagement. Vous avez également réalisé des documentaires, vous avez
eu une position très médiatique avec des prises de position publiques très commentées, notamment à l'occasion d'un discours en 2017, à l'occasion des grandes fêtes de la... Alors je ne saurais pas bien prononcer en catalan, les grandes fêtes de la Mercè à Barcelone, qui sont des fêtes populaires très courues, et vous avez eu un discours en 2017 qui avait été très lu et commenté. Et puis vous avez... publié en 2018, je crois, un livre, Ciutat Princesa, dans lequel, avec un ton très inhabituel dans la philosophie politique contemporaine, vous reprenez cet engagement sans aucune concession, c'est-à-dire avec une capacité à l'autocritique extrêmement impressionnante. Ce livre n'est évidemment pas un livre de mémoire, c'est pas non plus un livre de bilan, c'est pas quelque chose où vous essayez de fermer une période, mais c'est plutôt une réflexion sur ce qu'a été l'activisme pour vous, pour votre génération, pour une génération qui, à Barcelone, a été confrontée à des défis et des enjeux colossaux, parce que finalement, c'est aussi la génération qui a affronté ce qui aurait dû être la fin du franquisme que vous considérez comme un échec, puisque vous pensez que le franquisme est toujours là, en fait, en quelque sorte, que l'Espagne est toujours hantée par le fantôme du franquisme, et une génération qui a aussi, et c'est ça qui est fascinant, expérimenté presque toutes les formes envisageable de mobilisation formelle ou informelle, fondée sur le militantisme classique ou fondée sur des radicalismes très forts, et vous le faites à partir d'une position épistémologique qui est en plus très particulière, puisque vous faites partie des philosophes qui développaient une philosophie politique critique, qu'en France, on aurait tendance à considérer, et c'est sans doute imparfait, mais je vais le dire pour que tout le monde réalise un peu la singularité de votre position, comme une position très marquée par une sorte d'anarchisme philosophique, en tout cas par une pensée libertaire, qui a été une tradition française, mais qui est aujourd'hui très oubliée, qui est plus importante sans doute en Espagne, et à partir de laquelle vous proposez une vision du politique qui est très originale. Et vous écrivez dans ce livre ceci, et je voudrais vous faire partir de là, pardon de cette présentation un peu longue, mais c'est un livre qui n'est pas traduit en français, malheureusement, que nous espérons traduire en français à l'École urbaine de Lyon, parce que nous pensons que c'est un livre important. Vous écrivez « Si ceux d'entre nous qui étaient politisés à l'époque ont toujours aspiré à quelque chose, ce n'est pas d'être gouvernés. Il ne s'agissait pas de l'aspiration individualiste à pouvoir vivre chacun de ce côté, à partir de la fiction autarcique de la société de marché. Au contraire, il s'agissait de l'aspiration à la pleine autodétermination des collectivités, construite sur la réciprocité des liens entre anonymes. Et je trouve que dans cette situation, il y a beaucoup de ce que vous apportez à la réflexion philosophique, c'est-à-dire cette insistance sur l'autodétermination des collectivités et sur la réciprocité des liens entre anonymes. Et je voudrais partir de là parce que je pense que ça peut aussi faire écho aux prises de position de Feda ou aux prises de position de Margot sur leur propre type d'engagement. Merci beaucoup, Michel, et bonsoir à tous. J'espère que vous aurez l'occasion de lire, si vous le désirez, ces réflexions, ces expériences aussi qui sont recueillies à Ciutat Princesa, ce livre dont Michel a parlé tout à l'heure. Mais au-delà du livre, la question est celle-ci, comment nous rencontrer aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est presque 4 années après la publication de ce livre-là, et beaucoup de choses sont passées encore autour de la possibilité de partager une expérience qui ne soit pas construite à partir du repli, soit dans l'individu, soit dans la collectivité repliée ou fermée sur elle-même. Je pense qu'aux années 90, par exemple, quand j'ai commencé à étudier, à être activiste, à m'engager, le principal problème, c'était l'individualisme, non? Globalisation et individualisme. Un monde qui devenait un, qui se faisait
non, bulles, mais une bulle, non pas des bulles comme maintenant sommes devenus nous tous avec les gens qui habitent avec nous, mais une bulle pour tous et des individus qui circulaient aussi comme des bulles, non, cette fiction libérale et néolibérale dans l'espace lisse, dans l'espace de la globalisation et de la communication. Ça, c'était pour nous un peu l'image du pouvoir, non, l'image du capitalisme devenu un seul monde, mais pas un monde commun. C'était le titre d'un de mes premiers livres. Maintenant, je pense que le défi, c'est pas seulement de se rapporter, d'ouvrir, d'engager, de communiquer, non, de faire réveiller cet individu dans ces liens, mais de redécouvrir un sens du nous, non, qui ne soit pas le nous des nôtres, mais un nous, le nous des anonymes que tu venais de citer maintenant, Michel, dans ce morceau du livre. Donc, comment ce sens du collectif capable de s'autodéterminer sans se renfermer, sans se replier dans une identité, dans la peur, non? Depuis l'argument de la peur, de l'immunisation, de la distance, de la protection, du privilège. Maintenant, je pense qu'on est là, non? Et que alors encore plus repenser et expérimenter, parce que pour moi, comme tu as bien montré, la théorie et la pratique sont jamais séparées. La possibilité, non, d'ouvrir les collectivités, pas dans l'abstraction de la globalisation, mais dans le concret du monde, non, des mondes communs, c'est un peu là, non, notre défi. Et je pense qu'on est dans une situation assez difficile aujourd'hui, vraiment, pour avoir ces expériences. J'ai envie de me tourner vers Margot, parce que cette idée que Marina rappelait d'expérimenter à travers des collectifs qui n'allaient pas de soi, c'est-à-dire des collectifs qu'il a fallu imposer en quelque sorte dans le jeu politique, qui n'étaient pas réclamés par les partis, c'est quelque chose que j'ai l'impression on retrouve aussi à Youth for Climate, si j'ai bien entendu et bien écouté tout ce qui a été dit cette semaine. Il y a un collectif qui se crée par rapport à un sentiment d'impératif de mobilisation. C'est-à-dire, en gros, si je puis dire, la volonté d'agir précède toute théorie en quelque sorte. C'est quelque chose qui naît de l'idée qu'on ne peut pas rester inerte et le collectif se crée à partir de cela. Est-ce que ce serait une manière pertinente de considérer Youth for Climate selon vous ? Oui, alors oui, pour les débuts, c'est clairement ça. Et si je prends mon expérience personnelle, c'était bien cette idée-là, dans le sens où j'avais pas encore une grande politisation, j'avais des idées et des valeurs, mais c'était pas non plus très organisé dans ma tête. Et en fait, pour moi, ça s'est imposé à moi le fait d'agir et d'agir en groupe, parce que je voyais pas d'autres solutions et que je me disais que voir autour de moi d'autres personnes qui avaient les mêmes ressentis, les mêmes émotions et les mêmes peurs, les mêmes envies aussi, c'était un début de solution. Après, le mouvement est quand même structuré, il s'est structuré assez rapidement et c'est assez drôle parce qu'il est aussi d'inspiration libertaire en fait, et qu'il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites que nous on a remis dans notre collectif, dans notre fonctionnement, et en fait, cette capacité-là aussi du collectif de prendre les personnes là où elles le sont, et pas forcément des personnes politisées. Nous, les personnes qui rejoignent le collectif, elles n'ont pas beaucoup de connaissances théoriques et idéologiques aussi. Et en fait, on offre aux personnes la possibilité justement d'apprendre au sein du collectif. Et nous, on a, en plus de l'autodétermination, une volonté de auto-formation. Et ça, c'est super important. C'est la capacité que chacun a d'offrir aux autres des connaissances, des points de vue, et de partager tout ça. Et ça crée des énergies super intéressantes. Et voilà, mais je me reconnais beaucoup dans ce que vous dites. Un peu comme un réseau d'échange de savoir, en quelque sorte. Mais je crois que pour vous, et peut-être pour d'autres membres de Youth for Climate, bien sûr, le climat a été
la cause de la mobilisation, mais qui a eu souvent aussi un passage par en quelque sorte le rejet des formes politiques classiques d'engagement, et aussi un passage pour certains d'entre vous par une expérience qui pourrait se rapprocher aussi de ce que Marina a vécu dans l'occupation du cinéma Princesa dont on parlait, c'est-à-dire pour un certain nombre d'entre vous un passage par le squat, l'occupation ou la vie collective ou la vie communautaire, c'est-à-dire une action qui s'impose en elle-même sans presque d'autres motivations que l'action elle-même. Oui, alors déjà je pense que notre collectif il est quand même très hétérogène dans le sens où il appartient à chaque ville. Moi par exemple je viens de Nantes et à Nantes justement on est passé par l'occupation d'un squat. Pendant la pandémie. Pendant la pandémie exactement, et également l'occupation d'un opéra. Et en fait avoir ces deux formes-là, donc le squat qui est un lieu d'organisation politique, mais aussi d'hébergement d'urgence, d'hébergement de personnes très précaires, ça nous a appris beaucoup de choses sur l'illégalité, la légalité, les manières d'occuper l'espace, d'occuper la ville. Et puis à côté de ça, il y avait également les occupations d'opéra qui étaient plus dans le milieu de la culture, avec d'autres formes de lutte qui plutôt nous ont avec permis, les intermittents. Ouais, avec les intermittents. Et c'était un autre monde en fait. Et on se nourrit de toutes les expériences qu'on peut faire. Et vu qu'on était à Nantes, on avait également deux ZAD à côté de nous, Notre-Dame-des-Landes et le Carnet qui a été expulsé. Mais en fait, oui, dans ce collectif-là, il y a l'idée des alternatives et d'une autre manière d'habiter la ville, d'habiter l'espace, en fait, qui nous permet d'avoir des expériences qui sont très enrichissantes et qui sont totalement... Enfin, c'est des choses qu'on ne pourrait pas du tout vivre dans les partis politiques classiques et tout ça. Et en fait, cette liberté aussi de pouvoir aller un peu partout, de pouvoir tester beaucoup de formes de mobilisation, ça nous permet vraiment de toucher à beaucoup de choses et d'apprendre énormément. Feda, cette idée d'expérimentation et d'une expérimentation qui mobilise un collectif, même si vous venez d'une démarche très différente en apparence de Marina et Margot, cette idée d'expérimentation me paraît quand même aussi au cœur de votre pratique. Et une expérimentation qui souvent passe chez vous, et vous construisez des projets très étranges, hein, qui sont des projets d'architectes, constructeurs, chercheurs, mais où la finalité n'est pas de bâtir au sens classique de l'architecture, mais plutôt d'engager une réflexion à partir d'une longue immersion personnelle dans un terrain, d'engager une réflexion avec d'autres autour de ce que pourrait être un acte de bâtir différent, plus soucieux des cultures vernaculaires, plus soucieux des compétences de chacun. Et vous dites dans une interview très intéressante que vous avez donnée à la revue en ligne des ateliers Médicis, puisque vous avez longuement travaillé à Clichy-Montfermeil, dans les bois et les forêts de Clichy-Montfermeil, où vous avez travaillé notamment avec des enfants et des adolescents. Vous dites, dans tous les projets que je fais, je constitue des communautés dans lesquelles tout le monde est chercheur. On cherche ensemble des choses. Par conséquent, je me déplace intellectuellement avec des adolescents ou des enfants quand je travaille avec eux. D'ailleurs, en vous lisant, on peut lire aussi des réminiscences de quelques grands théoriciens et grands activistes des mouvements pédagogiques alternatifs. J'ai pensé à Fernand Deligny, par exemple, quand je vous ai lu, c'est-à-dire qui essayait de concevoir d'autres manières d'accompagner les enfants dans leur capacité créative. Donc cette idée d'expérimentation et de créer d'un collectif situé, c'est aussi quelque chose qui est au cœur, me semble-t-il, de votre pratique. Tout à fait. Il y a presque la réponse dans la question. Et non, mais du coup, je ferais peut-être le lien avec la question de l'autodéterminisme, parce que de par sans doute ce que j'incarne et mon histoire, je suis invité, je ne sais pas pourquoi, à travailler dans des territoires qu'on appelle périphériques. Et du coup, j'essaye d'échapper à une forme de caricature. Je m'explique par là. Mon rôle, c'est pas de faire des projets sociaux pour réparer des territoires qui ont été abandonnés par les politiques publiques. Et donc, ce que j'essaye de mettre en place, c'est un temps d'habiter sur place qui est plutôt solitaire au départ. Et j'essaye de me dire, au départ, je ne fais pas les choses pour les gens et encore moins pour les habitants. Parce que c'est une étiquette en architecture qui devient presque un alibi pour le projet des artistes ou des aménageurs. Donc je fais avant tout les choses pour moi, c'est une envie. Mais cette envie, je la confronte très rapidement à la nécessité de mon action. Si je vois que les deux existent ensemble, à ce moment-là, je trouve que c'est intéressant de mettre en place ce que j'appelle moi un projet économique. Par économique, j'entends création d'emplois, mise en place de savoir et de savoir-faire,
créer des espaces de formation. Et c'est pour ça que je travaille sur des temporalités longues. C'est-à-dire que lorsqu'en forêt, je rencontre 2 adolescents qui d'un coup sont fascinés par des installations, pendant 1 an, ils font des installations avec moi. Puis ils font leur stage avec moi. Oui, il faut peut-être préciser ça un peu, Feda. C'est très singulier. Vous êtes dans une forêt près de Clichy-Montfermeil. Vous êtes dans une installation longue. Vous êtes depuis plusieurs semaines dans cette forêt où vous allez construire un édifice dans les arbres assez étrange, sans finalité fonctionnelle. Et puis avec vos cohabitants, puisque vous menez ce projet avec un chorégraphe et un cinéaste, si je me souviens bien, vous voyez 2 adolescents qui sont là et qui sont en quelque sorte les délaissés des territoires délaissés, en quelque sorte, qui sont les extérieurs des territoires extérieurs. Et petit à petit, ces 2 adolescents, vous les insérez dans votre démarche et ils deviennent avec vous constructeurs. Exactement. Mais en fait, que ce soit, c'est peut-être bien effectivement de donner des formes à ce qu'on raconte théoriquement, mais que ce soit dans le Dunkerquois, à Clichy-sous-Bois, où c'est essentiellement autour des problématiques de rénovation urbaine autour desquelles je travaille, ou en Afghanistan, sur la disparition de savoir-faire, dont la trace nécessite d'être conservée. Je passe ce temps, et effectivement, que ce soit avec Jean-Yves Fion, qui est chorégraphe associé au projet, ou Romain Rampillon, avec lequel on réalise un film sur ces 2 adolescents, en fait, qui ont l'habitude de jouer dans des friches urbaines auxquelles ils n'ont plus accès avec le temps, parce qu'on va construire la promotion immobilière, on va construire par-dessus. Des dispositifs artistiques dans lesquels je m'inscris moi-même font que ces choses disparaissent, donc c'est une autocritique aussi. Est-ce que ma présence est nécessaire ? Peut-être pas. Et en fait, ces villes ont été construites sur cette forêt, qui menace encore une fois d'être rasée, parce qu'il y a la gare du Grand Paris qui se construit juste en face. Et donc, la rénovation urbaine, elle est sans doute nécessaire pour des questions d'insalubrité, mais si lorsqu'on parle d'écologie, on ne considère pas uniquement la question environnementale, mais également les écologies politiques et sociales. Et donc, qu'est-ce qu'on fait des corps marginalisés que la rénovation urbaine a repoussés et rejetés en forêt ? Donc moi, à cet endroit-là, j'essaye de faire exister les formes et l'architecture comme prétexte d'espaces politiques, pas forcément matérialisés, mais d'espaces critiques où on convoque les récits. Et c'est en ça que l'autodéterminisme est une question qui m'intéresse, parce que à Clichy-sous-Bois, par exemple, où il y a eu 40 ans d'abandon des politiques publiques, l'appareil étatique, à travers des dispositifs culturels et artistiques, réapparaît à travers les enjeux du Grand Paris, etc. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour travailler à cet endroit-là ? Et je pense que travailler avec des enfants, que moi j'appelle des enfants chercheurs, c'est peut-être la chose la plus intéressante, parce que leur vision du monde est la plus contemporaine sur ces transformations-là. La première question qui m'était venue, elle m'a fait cogiter pendant des semaines, c'est « il y a quoi derrière les palissades ?» En fait, derrière les palissades, c'est les enjeux de propriété foncière qui se jouent. Et donc, on a construit une table circulaire, et pendant 6 mois, on s'est baladé. Et ils étaient archéologues, ils étaient poètes, et ils mettaient en critique leur propre territoire et la manière dont ils se transformaient. Et l'idée première, c'est à aucun moment de convoquer le terme banlieue, périphérie, c'est-à-dire qu'ils sont directeurs artistiques de leur propre projet. Pourquoi ? Parce que mon objectif, c'est de créer des nouvelles formes de centralité. Si je viens parler là, avec eux, de Ziad Ebouna, qui est aussi l'histoire de Clichy-sous-Bois, des révoltes urbaines et sociales de 2005. Ces 2 adolescents qui ont trouvé la mort en étant poursuivis par la police et qui ont été électrocutés. Dans un transformateur EDF. Exactement. C'est une histoire qui est nécessaire d'être rappelée, mais je pense qu'il ne faut pas que ça soit rappelé à travers le fantasme de l'artiste qui essaye de travailler là-dessus. Parce que sinon, on fait exister Paris, et si on fait exister Paris, on les fait exister en tant qu'à côté. Donc je pense que c'est plus intéressant de recréer des centralités. Mais Marina, ce qui vient d'être dit fait écho, je crois aussi à une partie des engagements qui ont pu être les vôtres ou que vous avez pu observer. Encore une fois, rappelons que la Catalogne a été et reste un terrain d'extraordinaire fertilité, de créativité politique, et encore aujourd'hui, parce que ce que vient de dire Feda sur cette nécessité de faire apparaître des corps marginalisés, c'est-à-dire des sans-voix, hein, à qui on essaye de redonner une parole, ça m'évoque aussi ce que Jacques Rancière dit sur le fait que la politique, c'est de faire en sorte que la part des sans-parts soit enfin reconnue, hein, c'est-à-dire le fait que les gens qui n'ont jamais le droit à la parole puissent non seulement parler, mais proposer leurs mots pour désigner une situation. C'est aussi ça que j'entends en fait dans ce que vous faites. Il ne s'agit pas simplement de leur dire parler, il s'agit d'écouter les mots qu'ils vont utiliser pour désigner cette situation. C'est quand même aussi très proche de ce que vous avez vécu
à Barcelone. De même que cette méfiance par rapport aux appareils politiques, à l'appareil d'État. Et là, peut-être, on peut aussi retrouver une inspiration libertaire, qui est quand même une inspiration politique qui vise plutôt à justement s'intéresser aux sans-parts, et une inspiration de méfiance par rapport aux appareils d'État. Est-ce que l'on ne retrouve pas ça aujourd'hui en Catalogne, au cœur du problème catalan d'ailleurs? Oui, c'est tout à fait comme ça. Depuis la Catalogne, on a toujours cette étrange relation avec l'appareil de l'État, parce que l'État est quelque chose qu'on ressent toujours comme loin. Et ça est indifférent de l'idéologie ou la position plus ou moins nationaliste, plus ou moins à gauche, à droite. C'est quelque chose qui est là, dans un autre endroit, non, qui n'appartient pas à nous. Je pense que ça, c'est bon. Ça fait aussi qu'il y a une partie de la société qui a l'aspiration à pouvoir avoir ce qui n'a été jamais à nous, et d'autres qui plutôt, moi je suis dans l'autre sens, de dire non, ça c'est bon, non, d'avoir une société qui ne coïncide pas complètement avec son État. Parce que l'État, à la fin, c'est une convention, c'est une construction historique qu'on peut la faire coïncider avec notre sens de qui sommes-nous ou pas, non? Et alors, si on ne le fait pas complètement, qu'est-ce qu'il y a là? Et pour moi, alors, s'ouvrent des questions sur la constitution du politique, du collectif, du nous et du rapport à la décision politique qui peut être résolu dans des formes qui peut-être annoncent, je pense, et ça serait intéressant, d'autres formations à venir, non? Parce que l'histoire de l'Europe moderne a passé à travers l'État, a imposé la forme État sur le reste du monde à travers de la colonisation, mais il y en a d'autres que je pense qui seraient plus utiles aujourd'hui, non, de réciprocité, de liens à construire et trouver à partir de l'horizontalité des territoires, des collectifs, des sociétés, des peuples, et qui serait, je pense, même pour des défis comme par exemple la crise climatique, pandémique, etc., qui impliquent, engagent à nous tous, mais en même temps ont besoin des solutions très concrètes. Non? On est dans le concret et dans le planétaire en même temps. Alors si je pense que là, ça serait intéressant de penser et d'expérimenter beaucoup plus. Le problème, c'est que maintenant, comme on est dans cette ambiance de la peur, de la menace, de l'urgence, comme on a partagé et parlé l'autre soir, ici, vendredi, la tentation est de renfermer l'idée d'autodétermination ou même d'autogestion à se sauver soi-même. Non? Un peu on va nous organiser pour nous sauver du cataclysme, de la catastrophe, n'importe quoi. Et là, c'est un tournement du sens très dangereux parce que nous qui non, si on sépare le nous de l'État, alors c'est nous qui peut s'auto-organiser. L'auto-organisation peut devenir un privilège. Non? Il y a des gens qui sont simplement abandonnés à ne même pas pouvoir s'organiser avec des autres parce que, par exemple, sont en mouvement ou sont en dehors des minimums de rapports sociaux. Alors, même, par exemple, il y a aussi, l'autre jour, on a écouté la présidente de la communauté de Madrid, Ayuso, c'est l'expression plus délirante de la droite espagnole, mais très effective. Elle a fait du mot liberté pendant la pandémie le mot d'ordre de sa campagne électorale, mais aussi d'un mouvement la droite comme invitant à la transgression et à la vie. Et elle parle d'autogestion maintenant. L'autogestion comme ce qui peut maintenir une société active évidemment au sens économique, mais aussi au sens de se vouloir vivre.
Tandis que la gauche commence à être un peu non, hospitalière. Non? Il faut seulement nous soigner et fermer un peu entre nous les soins, les communautés, non, cette autogestion de la souffrance. Et moi, je commence à être un peu inquiétée avec tout ça. Non? Et qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle de s'auto-organiser ou de nous centrer dans la possibilité d'un nous qui ne soit pas seulement le repli? Oui, dans votre livre et dans tous vos textes, d'ailleurs, il y a cette capacité que l'on vous connaît à dire des choses très acérées et très critiques sur les mouvements dont vous procédez vous-même. C'est-à-dire, vous êtes assez critique d'une certaine tendance de l'autogestion. On reviendra peut-être sur la façon dont une partie des forces politiques institutionnelles et réactionnaires utilisent un certain nombre de mots. Mais je voudrais reprendre ce que vous avez dit sur cette méfiance par rapport à l'État et cette volonté de s'interroger sur ce que nous sommes lorsque nous essayons d'exister indépendamment de l'État. On pourrait longuement discuter de votre position par rapport à la question de l'indépendance de la Catalogne, mais ça serait un autre sujet, donc on ne va pas trop l'aborder. Mais pour me retourner vers Margot, une des caractéristiques de Youth for Climate, c'est que, et ça s'entend dans le nom que vous avez choisi, c'est que c'est un mouvement qui se construit dès le départ comme ce que l'on aurait appelé dans ma génération, pardon de faire une référence de boomer, là, un mouvement internationaliste en quelque sorte. C'est un mouvement qui ne reconnaît pas la pertinence des frontières institutionnelles classiques, en particulier les frontières d'État. Et je voudrais que vous reveniez là-dessus parce que j'ai entendu dans les émissions de radio que vous avez réalisées pendant cette semaine qu'il y avait justement de nombreuses interconnexions entre Youth for Climate, donc qui n'est pas une association, qui n'est pas un parti politique, qui n'est pas une autre chose qu'un mouvement qui s'est auto-constitué en quelque sorte et qui fonctionne selon des principes très fluides et en même temps très affirmés. Il y a aussi une connexion avec de très nombreux autres mouvements comparables. Et peut-être juste une question complémentaire, la plupart des mouvements avec lesquels vous intervenez, vous interagissez, sont aussi des mouvements qui se construisent comme des mouvements générationnels. Donc peut-être revenir aussi cette dimension de mouvement générationnel qui est très caractéristique de ce que vous entreprenez. Oui, alors par rapport au caractère un peu international de notre mouvement, donc oui, on a une sorte de fédération de tous les collectifs qui se revendiquent de Fridays for Future, du coup. Et nous, en France, on s'appelle Youth for Climate, mais on appartient à Fridays for Future. Après, chaque pays a un peu ses particularités parce que chaque pays... Pardon, de vous interrompre, pouvez-vous préciser un peu Fridays for Future pour ceux qui ne connaisseraient pas cette structure? Donc, Greta Thunberg, c'est la jeune Suédoise qui a commencé à faire des grèves pour le climat, etc. Il y a beaucoup de jeunes qui se sont retrouvés dans ces grèves du vendredi, Fridays for Future, le vendredi pour l'avenir. Et encore une fois, ça s'est monté de manière très spontanée. Voilà, c'est des jeunes qui ont créé ce genre de mouvement dans chacune de leurs villes. Et à l'été 2019, ces jeunes se sont, des représentants, parce qu'on a un mouvement horizontal, mais les représentants un peu de chaque pays se sont retrouvés à Lausanne pour définir une charte commune. Donc encore une fois, on a des bases de réciprocité, de valeurs, etc. Mais après, c'est vrai qu'il y a des particularités dans chaque pays. Par exemple, la notion d'horizontalité, elle n'est pas la même en France qu'en Allemagne. En Allemagne, on va avoir une figure du mouvement un peu plus que nous, alors que nous, vraiment, on essaie d'être totalement lisse. On essaie de ne pas avoir de personnes qui sortent du lot plus que d'autres, parce que pour nous, on n'a pas besoin de figure pour l'écologie. On a besoin de valeurs, on a besoin d'actions fortes, mais pas forcément de personnes et de personnalités. Voilà, donc après, l'ensemble des pays entretiennent des relations assez proches, dans le sens qu'on va faire des mobilisations communes, par exemple, puisqu'on sait que médiatiquement, on a presque plus l'attention des médias, qui se sont portés vers, en France, des thèmes plus sécuritaires, on va dire ça comme ça. Donc en fait, nous, le seul moyen d'exister aussi, c'est de faire des actions groupées et de se dire que tel jour, on va tous les pays sortir dans la rue et voilà. Donc notre prochaine mobilisation, par exemple, ce sera le 25 mars, ce sera le 26 à Lyon, mais c'est une date internationale. Donc on a un mouvement qui est structuré puisqu'il y a des liens qui sont faits également en termes de communication, etc. Mais voilà. Après, le caractère générationnel de la chose, donc en fait,
nous, à Youth for Climate France, on reste des jeunes très privilégiés puisqu'on est presque tous dans les études, alors qu'en France, il n'y a qu'un jeune sur deux qui est en études sup. Donc voilà, nous, on est pratiquement toutes et tous en études supérieures. Il y a beaucoup de lycéens aussi. En fait, le caractère générationnel, c'est aussi parce qu'on se dit que là, on est en train d'apprendre des savoirs, on est en train de se former pour obtenir des diplômes qui vont être totalement inutiles si on continue dans la pente de la croissance à tout prix, puisque en fait, on n'aura peut-être plus les ressources vitales nécessaires à notre survie. Voilà. Donc l'idée, c'est aussi de se mettre un peu en lutte contre un système qui nous propose pas d'avenir, mais qui nous impose aujourd'hui de rentrer dans les clous et de rentrer dans des formations longues qui nous semblent vraiment absurdes. Après, nous, on travaille beaucoup avec des mouvements qui, au-delà de s'intéresser à notre génération, ont des pratiques de lutte et qui ont des valeurs qui nous semblent aller avec les nôtres, donc notamment Extinction Rébellion. Ils travaillent notamment sur de la désobéissance civile. Et tout à l'heure, vous parliez du Grand Paris Express. On travaille également avec les Soulèvements de la Terre. C'est une association qui réunit les luttes paysannes et les luttes urbaines. Et l'année dernière, il y a eu une énorme campagne contre Lafarge et contre le Grand Paris Express parce que ça détruit en fait le peu de résilience qui reste à la région parisienne dans le caractère des terres agricoles. En fait, à Paris, le Grand Paris Express, c'est un projet de voie ferroviaire, c'est ça ? Avec du coup la destruction de nombreuses parcelles agricoles. Donc nous, on a travaillé également avec ce collectif-là. Et voilà. Donc en fait, on a des affinités qui sont certes générationnelles parce qu'on préfère travailler avec des personnes qui ont à peu près les mêmes emplois du temps que nous, à peu près les mêmes problèmes aussi, parce qu'on a des problèmes qui sont propres à notre génération, je pense. Et aussi et surtout des collectifs qui respectent notre manière de travailler et qui respectent aussi notre manière d'agir. Feda, en écoutant ces premiers éléments de conversation, je voudrais revenir sur quelque chose qui me semble aussi très caractéristique de votre démarche. C'est que, pour le dire vite, vous travaillez souvent sur, non pas des territoires périphériques, comme vous l'avez dit tout à l'heure, mais sur ce qu'on en a discuté, on pourrait appeler des territoires outragés, dans une certaine mesure. C'est-à-dire des espaces qui ont été, j'allais même dire, mortifiés par un certain nombre d'actions politiques. Ça peut être le cas de Clichy-Montfermeil, ça peut être le cas du Dunkerquois, dans certains secteurs où vous travaillez aujourd'hui. Ça peut être le cas de certains espaces d'Afghanistan où vous avez travaillé, qui ont été depuis des dizaines d'années outragés et mortifiés par les faits de guerre. Et à partir de ces territoires, vous affirmez une démarche qui est très singulière, parce que vous partez de l'idée justement qu'il ne faut pas renchérir sur cette idée de territoire marginal ou déshérité, mais vous prônez plutôt quelque chose qui renvoie à la certitude qu'il n'y a de démarche que démarche située, et vous essayez de mobiliser les réseaux de savoir et de compétences que vous allez trouver sur place. Vous nous avez montré vendredi, lors de la soirée performance, comment en Afghanistan, vous essayez de retrouver des savoirs qui étaient en train de se perdre autour de l'hydraulique, autour de la capacité d'utiliser de l'eau dans un espace qui n'en a pas. À Clichy-Montfermeil, vous développez un peu la même chose avec les enfants, les adolescents. Vous faites aujourd'hui un peu la même chose à Dunkerque, c'est-à-dire de repartir de savoirs qui sont des savoirs estompés, si ce n'est oublié, ou des savoirs qui peuvent être perdus. Et ça, même si votre démarche est singulière par rapport à celle de Margot et celle de Marina, je trouve que c'est quand même quelque chose qui rapproche vos trois expériences. J'aimerais que vous reveniez justement sur cette manière de faire. En fait, parce que souvent, en fait, je suis invité à travailler quelque part. Donc, j'expliquais tout à l'heure l'équilibre que j'essaie de trouver entre envie et nécessité. Mais une fois que c'est le cas, l'acte d'habiter, il me permet une chose, c'est d'essayer de comprendre les incohérences dans l'aménagement du territoire. Donc, c'est toujours en lien avec l'urbanisme. Je pars toujours d'une recherche qui me permet d'un coup de trouver les situations qui ont mené à cet outrage. Et donc, dès que je repère cette incohérence-là, j'essaye de travailler dessus. Et généralement, en fait, ma formation d'architecte, moi, m'a amené à répondre à un besoin
par un objet fonctionnel. C'est-à-dire que si je le raconte autrement, c'est à travers l'ergonomie. C'est-à-dire qu'on va me demander de produire une chaise pour qu'elle soit confortable par rapport à nos proportions physiques. Et encore une fois, c'est toujours, si on s'appuie sur ce que disait Le Corbusier, c'est un idéal, c'est un homme d'1m83. Donc la question se pose toujours de savoir quel est le confort. Et très vite, je me suis posé la question de si l'architecture, au-delà de notre posture physique ou de nos capacités physiques, c'était plutôt la question des sentiments, des affects, des espaces politiques lors d'un débat, de ces tensions. Comment est-ce qu'on les raconte? Et donc je pense qu'à partir de ce moment-là, l'architecture ne doit pas être que matérialité, mais avant de construire, il faut penser l'acte de faire. Et donc parfois l'architecture n'est rien. Le fait de ne rien faire est un geste architectural pour moi. Et donc comment est-ce qu'on raconte les affects, les sentiments? Je pense que ça se raconte par le mouvement. Et donc les projets que j'essaye de mettre en place, peu importe les médiums, ça peut être une création chorégraphique, un film, un objet fonctionnel justement, ils ont pour vocation à raconter des mouvements qui de manière métaphorique, révèlent ces incohérences liées à l'aménagement d'un territoire. Et cet outrage par la même occasion. Mais des mouvements qui sont aussi parfois, si j'ai bien compris, toujours en Afghanistan, parce que dans la forêt de Bondy à Clichy-Montfermeil, il y a un mouvement de construction, il y a un accompagnement chorégraphique, il y a le mouvement de ces enfants que vous emmenez en forêt, des enfants qui n'ont plus l'habitude d'y aller, pour beaucoup d'entre eux, pour lesquels la forêt n'est pas un espace enviable. Mais en Afghanistan, le mouvement dont il est question, c'est presque plus le mouvement retrouvé de l'eau qui circule dans ces aqueducs tout à fait étonnants qui étaient en train de se perdre. C'est cela qui vous intéresse, c'est comment on réactive par la redécouverte des savoirs ce mouvement de l'eau interrompu et qui va être ce mouvement qui va permettre une réappropriation de territoires outragés. Tout à fait. Je me suis pendant longtemps posé cette question parce que moi je fais partie de l'Afghanistan connaît aujourd'hui 44 ans de conflits en discontinu. Donc ça a commencé en 1978 et l'histoire du coup afghane se raconte à travers des diasporas et des cycles de mouvements. Nous on est venus en France au milieu des années 90 et début 2001. On a eu un autre mouvement qui s'est opéré à la suite des bombardements américains en Afghanistan. Et donc, la question liée à cette diaspora et ces déplacements, je me suis toujours posé des questions vis-à-vis de comment est-ce qu'on peut empêcher ça en étant tout à fait éloigné des problématiques de l'extrême droite. Moi, je me l'ai posé ailleurs sur comment est-ce qu'on peut empêcher ça. Et je me suis dit comment est-ce qu'on évite l'exode rural sur place. Et parce qu'il y a une nouvelle génération qui n'a pas accès à des espaces de formation, parce que les écoles sont détruites et interdites à la reconstruction, parce qu'il y a une ingérence des services secrets pakistanais. C'est extrêmement complexe. Mais donc, je me suis reconnecté avec ceux qui avaient mis en place ces espaces de formation. Et à partir de là, on a commencé à travailler en sous-marin presque, sur ce qu'on a appelé des warak shops. Donc warak shop, c'est presque un dérivé colonial avec l'accent de workshop. Donc c'est des micro-entreprises, c'est des containers, il y a un boulanger, il y a un ferronnier, etc. Et donc l'eau, quand je m'y suis intéressé, c'est la question du temps aussi qui est très intéressante et la manière dont l'appareil colonial a aussi colonisé nos manières de percevoir le temps. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire que dans les langues indo-européennes, le présent c'est presque nous. Le passé, c'est derrière nous, et le futur, c'est devant nous, c'est ce qu'on voit. Et je me suis basé à la fois sur le travail du peuple qui manque, donc Alyosha Imhoff et Cantu Takeros, qui ont analysé la question du temps chez les Aymara en Amérique du Sud, où c'est une ligne inversée, c'est-à-dire que le passé, c'est devant, parce que c'est ce qu'ils connaissent, c'est leur réalité, donc c'est ce qu'ils voient. Et le futur est incertain, donc c'est derrière. Et chez moi, les nomades, du coup, qui ont une pratique qui est très différente de l'espace, c'est presque une autre forme, c'est plus la ligne, c'est des espèces de cercles ou des arcs de cercle où chaque cercle a une vitesse différente. C'est-à-dire que si on prend le temps géologique, c'est un cercle qui par rapport à notre vie est extrêmement lent. Mais si on prend le cycle de la rigole d'eau qu'on va activer, c'est des cercles beaucoup plus rapides. Et c'est une superposition de cercles en fait. Et donc dès que j'ai commencé à analyser la question du temps, je me suis aussi dit que par exemple,
l'intitulé ne devrait même pas être ici et demain, parce qu'en fait, demain, c'est toujours aller chercher à conquérir quelque chose qui est encore une fois une conquête et une colonisation. C'est ici et aujourd'hui. Je pense que sur les questions environnementales, mais même sur les questions écologiques, au sens environnemental, politique et social, depuis 20 ans, on dit c'est dans 10 ans, c'est dans 20 ans. Mais en fait, on devrait dire c'est maintenant. Mmh. Et donc, je pense que c'est aussi la question de l'eau. Moi, elle m'a permis de déconstruire mon rapport au temps, essayer de décoloniser ma propre condition, en fait. Mmh. Vous avez rendu au passage un hommage au peuple qui manque, à l'Ochaïmov, qui ont été invités à l'école urbaine de Lyon en 2019, si j'ai bon souvenir. D'ailleurs, Marina, tu étais là vous étiez là, pardon, Marina, à cette occasion. Il faut que j'utilise le voussoiement radiophonique. Mais cette idée, je voudrais justement revenir vers vous, Marina, cette idée née de la critique que Feda vient de faire de notre titre, c'est-à-dire non pas ici et demain, mais ici et maintenant. Alors pour quelqu'un de ma génération, ça renvoie vraiment aux années 80 en France. Mais cette idée justement que l'action politique doit se construire dans ce que je pourrais appeler l'immanence de la mobilisation, c'est-à-dire finalement quand on envahit un cinéma, quand on occupe un cinéma, quand on occupe une place, comme on a beaucoup occupé des places en Espagne et pas seulement en Catalogne, il y a plus de 10 ans maintenant, le temps passe très vite, c'était en 2011, 2012, lorsque c'est lancé à partir d'abord de la Grèce l'année d'avant, puis ensuite de l'Espagne, ce mouvement qui s'est mondialisé via Occupy, les mouvements Occupy Wall Street et la franchise Occupy dans le monde entier. Il s'agissait d'être ici et maintenant dans un mouvement d'occupation de place qui ne se posait plus tellement la question de savoir ce qu'il y aurait après, mais plutôt la question de savoir ce que l'on pouvait construire dans cette relation-là nouvelle, c'est-à-dire une sorte de nouvelle, comment dire, presque un nouvel organisme, un nouveau corps politique, collectif et coopératif, même dans cette mobilisation-là. Ces mouvements-là qui ont quand même été très importants, des mouvements un peu bizarres, puisque c'était des mouvements qui étaient caractérisés par le fait qu'on s'arrêtait quelque part, qu'on occupait un espace. Comment les observez-vous aujourd'hui, à partir de 2022, après tout ce qui s'est passé en Espagne, d'institutionnalisation via Podemos, via le mouvement M15, etc., le passage par les institutions politiques d'une partie des héritiers de ce mouvement, qui vous inspire quelques pages assez critiques quand même dans votre livre, et peut-être aussi comment voyez-vous ça à partir de l'expérience pandémique, parce que je sais que l'expérience pandémique vous fait beaucoup réfléchir. L'autre jour, dans la soirée de performance, vous avez parlé de cette expérience pandémique. J'ai vu des vidéos de vous, des interviews de vous, où vous revenez sur cette expérience pandémique comme une expérience de philosophie politique très, très dérangeante et très déplaçante. Comment reprenez-vous l'histoire de ces mouvements de place ? C'est une grande question, mais que je pense qu'à partir de votre question, on peut relier des choses qui ont sorti dans nos interventions. Je pense que c'est très intéressant que on était dans le ici et non ici et quoi et demain. Non, parce que je dirais déjà maintenant. Et dans un moment où le discours et même l'expérience plus corporelle passe tout le temps par cette présence d'un futur, je ne sais pas si devant nous, mais je dirais quasi sur nous, non, qui nous tombe dessus comme menace, comme cette devenue noire du futur où l'incertitude c'est un synonyme de danger et pas de possibilité. Alors maintenant, et ça c'est un peu l'ambiance de notre temps. Et ici, on est en train tout le temps de parler de savoir, d'apprentissage, d'expérimentation et des temporalités qui peuvent être liées ou entretenues ou expérimentées d'une autre façon qui ne soit pas cette ligne de la catastrophe, cette linéarité, cette espèce de voie complètement folle dans laquelle nous vivons en même temps, parce que c'est vrai que nous y sommes, mais cette action politique comprise pas comme comment nous sauver de la catastrophe, mais comment expérimenter avec ce qu'on ne sait pas, ou avec ces manières de faire, ces vivre ensemble depuis lesquelles
on n'a pas complètement la solution au problème de notre temps, mais on ne peut pas le trouver si on n'habite pas ensemble pour le trouver vite, au sens de faire, à savoir, apprendre des choses ensemble. Je pense qu'on tourne tout le temps autour de ça et je pense que c'est très, très bon d'être là dans cette manière d'affronter les choses et qui a à voir avec des expériences comme celle des places ou celle d'autres mouvements qui ont fait de l'espace et du temps la condition pour une durée, je dirais, non, c'est plutôt le temps pas du présent, de l'ici et maintenant. On voit, non, on veut tout ici et maintenant. Non, c'est un médiatisme parce que c'est un médiatisme, c'est celui du marché maintenant, non, on veut tout ici et maintenant. Mais on peut cliquer n'importe quoi et on l'aura et on nous le portera même chez nous, à la porte de chez nous. Non, c'est pas ça. C'est comment faire durer le rapport à nous et avec ce qu'on ne sait pas comment on va finir. Et là s'ouvre le futur pour moi. Non? C'est parce qu'on vit avec la sensation qu'on sait toujours comment vont finir les choses. Et ça veut dire mal. Les expériences politiques, la situation du monde. Et ça, c'est comme un peu un nouveau dogmatisme pour moi, non? Cette dogmatisation de la catastrophe. On commence n'importe quoi, on sait que ça va finir mal. On est dans une vie qu'on sait que ça va finir mal. Et on est dans une planète qu'on sait que ça commence à avoir la fin un peu prévisible. Ça c'est pas vivable, non? Et alors il y a la possibilité de se créer des illusions, et je pense qu'il y a aussi une production théorique et artistique et culturelle de l'illusion, non, de la salvation à nouveau, non, de salvation, non, sauvetage. Oui, sauvetage. Oui. Sauvetage, qui est très puissante à ce moment-là, non? C'est une production constante de technotopie, je sais pas, de toutes sortes d'illusions de sauvetage ou aussi dogmatisme de la catastrophe. Je pense qu'on peut reprendre ces expériences de faire de la temporalité une condition pour précisément pour faire du futur ce qui s'ouvre quand on est en train d'apprendre. Ça veut dire de répondre aussi et répondre veut dire aussi pouvoir s'occuper des choses des problèmes de notre temps. Et pour moi, tous ces mouvements politiques et tout ce qu'on parle aujourd'hui a à voir avec ça. Non? Et je pense que c'est très important aujourd'hui de récupérer ce sens de la temporalité, de l'espace et de l'action. Mais on retrouve évidemment avec une sensibilité différente cette relation au temps dans Youth for Future, évidemment, parce que une des motivations, vous l'aviez expliqué, Margot, à la fois à la radio, puis aussi dans votre texte vendredi, au moment de la soirée consacrée à l'urgence, il y a quand même, et c'est sans doute pour ça que c'est un mouvement générationnel, il y a quand même cette idée d'un futur obscurci, en tout cas d'une sorte d'impasse sur le futur qui est très importante dans le lancement de la motivation à agir. Et cette dimension-là me paraît très importante, en tout cas à vous écouter dans Youth for Future. Et justement, la question qui pourrait être posée, c'est sans doute aussi une question que vous posez vous-même, c'est de ce fait même la question de la durée, parce que c'est quelque chose qui est très présent dans le livre de Marina Garcés, la question de la durée, de savoir comment durer, non pas pour durer, mais pour pouvoir produire quelque chose à partir de sa mobilisation. Et donc j'avais envie de demander comment, et c'est peut-être une question qui va vous sembler non pertinente, donc n'hésitez pas à me le dire, comment dans ce mouvement envisagez-vous justement la durée de votre action, de votre intervention, de votre activisme? C'est une question qui me paraît intéressante à poser à ce moment-là. Mais si vous ne le trouvez pas intéressant, nous sommes là pour l'entendre. La question, c'est, on est jeune jusqu'à quel âge ou on veut s'investir? Non, pas forcément, parce qu'on peut être vieux très tôt, donc on peut être jeune très longtemps. C'est plutôt vraiment une question qui travaille beaucoup de philosophie politique de l'action, qui travaille par exemple la philosophie politique de Jacques Rancière aussi, c'est-à-dire savoir en fait qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que fabriquent les actes qu'on fait.
Voilà. Et ça, c'est une question politiquement incommode, en réalité. Bah, je pense déjà que oui, certes, les personnes qui rejoignent Youth for Climate agissent en réaction, enfin réagissent donc par rapport à un futur qui est obscurci, ou alors par rapport à un système qu'on sait qui va droit dans le mur. Donc c'est peut-être pas des motivations qui sont super positives. Donc bon, déjà, c'est vrai que des fois on se questionne là-dessus et qu'on aimerait bien plutôt que les gens nous rejoignent parce qu'on propose une alternative et qu'on propose un fonctionnement de société qui soit plus désirable. Oui, pardonnez-moi juste de vous interrompre, c'est mal, mais quand même pour préciser que la tonalité de votre texte l'autre soir était une tonalité très, très, très sombre, en fait. Et bah oui. Non, mais ce n'est pas une critique, c'est juste pour ceux qui ne vous ont pas forcément entendu, pour insister sur le fait que cet obscurcissement de l'avenir, il est quand même très important dans la motivation d'agir. Oui, après, j'ai parlé en mon nom, j'ai pas parlé en nom du mouvement. Mais oui, bah, pour moi, la voie sur laquelle on est parti est vraiment pas souhaitable et je suis un peu triste des fois d'être née cette période-là. Parce que, en fait, à partir du moment où on prend conscience de ce qui se passe, bon, on n'a plus très envie d'être là des fois, vraiment, très, très clairement. Des fois, on se dit, bah non, en fait, j'aurais peut-être pas voulu naître. Donc la question de la temporalité, la question de la durée, je pense que nous, ce qu'on sème comme prise de conscience, ce qu'on sème comme vision du monde dans les gens qui passent par le mouvement, ça va durer toute la vie en fait. Ça va durer toute leur vie. S'ils font des enfants, ils vont les transmettre à leurs enfants. Et c'est pas que des réalisations que tout va mal et que tout est en train de s'effondrer, c'est aussi des réalisations que tout pourrait aller tellement mieux si on faisait des choix de société collectifs qui nous dirigeaient vers des mondes plus désirables. Et donc, pour moi, ce qu'on est en train de créer à Youth for Climate, malheureusement, c'est pas encore un mouvement générationnel dans le sens où beaucoup de personnes viennent à nos marches, peu de personnes sont vraiment dans le système qui réfléchit à tout ça, mais ce peu de personnes-là qui réfléchit, c'est les personnes les plus incroyables que j'ai rencontrées de ma vie. Je pense que c'est des personnes, c'est vraiment formidable toutes les énergies qu'il peut y avoir. Et en fait, pour moi, je pense que l'action politique et que le militantisme et tout ça, c'est aussi des rencontres et des personnes qui nous font donner envie de continuer à vivre en fait. Et la durée, la question de la temporalité de la lutte, bah, elle a vachement à voir avec ces personnes-là à mon avis. C'est en fait on crée des énergies de groupe, on crée des volontés de continuer, des volontés de pousser l'engagement plus loin. Et en fait, ça nous inscrit dans un mouvement qui va aller au-delà de nous aussi, parce qu'on propose des valeurs, on fait vivre ces valeurs et on les diffuse. Et à mon avis, il y a certains mots comme la solidarité et l'amour, des choses comme ça que nous, on cherche à transmettre, et on cherche à diffuser au plus grand nombre. Bah, c'est des choses qui sont intemporelles, quoi. Enfin, c'est des ambitions politiques qui sont plus grandes que nous. Feda, dans votre action, donc qui est effectivement sur un registre différent de celle de Margot, celle de Marina, mais où on retrouve un certain nombre de points communs, j'aimerais qu'on revienne aussi sur quelque chose qui traverse effectivement la conversation, qu'on a déjà évoqué, mais on peut peut-être y revenir un peu plus. C'est dans votre démarche d'architecte, constructeur, chercheur, non seulement vous créez des coopérations, mais vous avez aussi une relation que j'appellerais non hiérarchique et non condescendante au savoir. C'est-à-dire qu'en réalité, vous essayez d'être très attentif à tout type de savoir mobilisable, que ce savoir soit un savoir réputé sérieux ou un savoir d'expérience lui aussi souvent outragé, dévalorisé par un certain nombre d'habitudes. Au premier chef, l'habitude du système scolaire, parce que vous travaillez notamment en France, mais aussi en Afghanistan, dans un tout autre contexte bien sûr, avec des personnes, jeunes ou moins jeunes, qui ont été non scolarisées ou déscolarisées, ou qui ont été considérées comme
fou, par exemple, pour un de vos Afghans que vous avez montré l'autre jour, ou incompétent. Et ça, je crois que c'est très caractéristique aussi de votre démarche. Et il me semble que ce sont des choses qu'on entend aussi dans ce que Marina raconte de son expérience, ou ce que Margot dit aussi de cette volonté de trouver des espaces politiques qui soient aussi des lieux d'apprentissage croisés, permettant de faire fructifier en fait la variété des savoirs possibles. Et c'est à dire parce que vous travaillez dans un domaine, je termine, pardon, je suis bavard, l'architecture, où justement on a plutôt habitude à dévaloriser les savoirs non savants. C'est-à-dire où finalement on a l'impression qu'il faut toujours avoir des savoirs d'experts pour construire les bonnes machines à habiter. Donc vous prenez le contre-pied en quelque sorte de cela. Je vais tout à fait. Je vais peut-être parler du coup de la notion de collectif en la situant, parce que je pense qu'elle est tout à fait différente à l'endroit de Margot, à l'endroit de Marina, à nos endroits à chacun. Si je prends la définition de la manière dont le terme collectif est appliqué dans le district de Djaratou, de là où je viens, il me convient tout à fait philosophiquement parlant. Si je prends le terme collectif dans son usage, dans les enjeux d'aménagement du Grand Paris par les architectes, je le rejette entièrement. Et donc au départ, nous, on s'est fédérés en tant que collectif, mais les collectifs d'architectes dans la région parisienne aujourd'hui, c'est des agents de la gentrification qui participent à, si je le résume un peu vulgairement, mais c'est presque ça, à construire à partir du bois de palette, de mettre des tireuses à bière dans une friche et de considérer qu'il y a des considérations sociales alors qu'il n'y en a pas du tout. C'est pour ça qu'aussi le terme social, par moments, je préfère le rejeter parce qu'il devient un alibi de choses qui sont beaucoup plus violentes et qui déguisent des formes d'invisibilité. Et donc pourquoi je parle de ça? Parce qu'on s'est tout de suite transformé, enfin j'utilise aujourd'hui le terme de plateforme, mais peut-être que l'appareil capitaliste va me le récupérer dans 3 ans, et il faut constamment savoir se définir soi-même. Donc tant que les architectes ne sauront pas se définir par eux-mêmes, les agents de la promotion immobilière le feront très bien pour eux. Et donc je pense qu'il faut arrêter de considérer que la démarche conventionnelle du marché de l'architecture convoque du politique. Non, elle convoque de la prestation dans de la production de matière et d'extractivisme. Donc ça, c'est la première chose. Et donc, comment est-ce que la plateforme a été une manière pour moi de repenser l'espace, le temps et la manière de travailler? Je reviens à la question de l'autodétermination, en spécifiant peut-être quelques points que j'ai pas raconté tout à l'heure. C'est que ces territoires oubliés ou au trajet, pour reprendre le terme, parce que moi, il me convient assez bien, on fait que pendant, par exemple, 30 ans, 40 ans, un siècle, des gens se sont autodéterminés avec leurs propres identités culturelles, politiques, leur propre modèle d'organisation sociale, indépendamment d'un pouvoir central qui répondait à des formes parfois d'impérialisme, parfois de capitalisme, parfois de colonialisme. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que y a des modèles, par exemple, à Clichy-sous-Bois, hyper intéressants d'organisation économique, qui convoquent des choses qui viennent d'Afrique de l'Ouest. Par exemple, la tontine. Donc les gens ne font pas de crédit à la banque, ils s'organisent par eux-mêmes. Et aujourd'hui, la construction de la gare du Grand Paris, l'arrivée du tramway, la volonté de désenclaver, ma présence, font que elle n'est pas forcément volontaire, mais l'appareil d'État fait que ces choses vont tendre à disparaître pour recréer une forme de norme. Et ces singularités-là, je pense qu'il faut les préserver. Et c'est en convoquant les compétences, les savoirs locaux qui existent déjà. Donc c'est pour ça que j'essaye de travailler plutôt sur la mise en place d'espaces, architecture au sens politique, qui font que d'un coup, en fait, il n'y a pas une bonne manière de concevoir. Et l'exemple, pour le rendre un peu plus concret, parce que c'est qu'en forêt, moi j'ai rencontré assez vite un monsieur qui s'appelle Oumar, qui est dans cette forêt depuis 30 ans. Il est arrivé du Sénégal, il avait la vingtaine, aujourd'hui il a presque 50 ans passés, et il est fils de berger, et donc il ramasse les bouts de bois, les troncs qui sont tombés, et il fait, sur le modèle des enclos à bétail, il les superpose, et il construit des espaces où en fait quand le soir il allume des feux, il n'est plus visible. Et donc moi je les appelle les invisibles. Et donc il s'invisibilise pour pas être perçu par la nouvelle autorité de gestion de la forêt, l'agence des espaces verts, qui est arrivée après lui. Et donc dès qu'il construit une cabane, la cabane est automatiquement détruite 1 an plus tard. Mais la destruction, elle est faite par un bulldozer, qui du coup recrée des chemins dans la forêt. Et donc, moi, j'ai le droit de construire dans cette forêt parce que j'ai un statut d'artiste architecte, qui a un diplôme, et parce que je manie les termes pour pouvoir négocier
avec les institutions. Et donc d'un coup, je me dis, mon statut, il devient commun. Donc Oumar, à travers mon statut, construit, et on dit que c'est un dispositif pour le projet. Donc sa cabane reste. Pedro et Sapa, pareil. Et donc les deux adolescents dont les on parlait deux adolescents, exactement. Et donc pareil, l'économie du projet, moi, quand on m'interroge, parce que ça fait 5 ans que je travaille là-bas maintenant, on me dit combien tu touches. Je partage mon budget. Quelqu'un veut travailler avec moi, je lui dis tu choisis combien tu te payes. Mais si, selon moi, il choisit trop haut, je le fais travailler. C'est-à-dire, je suis là pour faire en sorte que la communauté d'acteurs avance ensemble. Et donc, par moment, mon propre statut est remis en question. Et donc, je me retire. Donc, c'est tout ça que j'essaie d'interroger sur ces espaces qu'on construit. Oui, c'est ce qui est une pratique très radicale et très politique, in fine, puisque vous questionnez énormément de fonctionnements habituels qui sont au cœur des dynamiques des espaces contemporains. Et de ce point de vue-là, Marina Garcés, vous êtes très critique dans Ciudad Princesa, mais aussi dans vos interventions publiques. Vous êtes très critique justement sur quelque chose que vient de dénoncer Feda à sa manière, c'est-à-dire sur ce que l'on pourrait appeler les opérations et les opérateurs de la gentrification de Barcelone, où vous dites finalement de façon très, très crue, ça vous a été reproché d'ailleurs, que Barcelone aujourd'hui est une ville où il n'y a plus d'espace véritablement habitable, en tout cas que c'est une ville qui a été vidée en quelque sorte de sa substance urbaine par la promotion, parce que Feda vient de dire de la promotion immobilière, et j'aime beaucoup ce que vous dites finalement, que la promotion immobilière, elle ne fait pas de politique, elle fait du business, et donc le business devient la politique, c'est bien là le problème. On en sait quelque chose à Lyon, enfin on en a su quelque chose à Lyon, mais de ce fait même là, en vous lisant, on a l'impression, mais peut-être est-ce un effet déformant de la lecture, que vous êtes un peu pessimiste. Je ne voudrais pas m'avancer par trop pour terminer la soirée sur une note un peu de blues du dimanche soir, mais je vous ai trouvé en tout cas plus interrogative sur les formes politiques que vous avez quand même contribué à faire vivre, dubitatif, parfois même un peu amer par rapport à ce qui a pu se passer autour du M15 à Barcelone, autour de l'institutionnalisation de certains partis qui sont sortis du mouvement des places. Vous êtes assez dur sur Podemos, enfin assez dur sur le mouvement indépendantiste, quelle que soit votre réserve par rapport à l'État espagnol, etc. Et donc on pourrait avoir l'impression que vous-même, vous êtes gagné par cette sorte d'état d'âme morose qui consiste à dire, mais finalement, à quoi ont servi nos expériences politiques innovantes de ces 25 dernières années? Parce que, contrairement à une légende tenace, on n'a pas rien fait en expérimentation politique depuis les années 60. On n'a en vérité pas arrêté d'expérimenter. On avait l'autre jour une conférence sur les mouvements des années 60, c'est absolument prodigieux, ce qui a été inventé dans les années 60. Et j'ai un peu l'impression que de temps en temps, vous demandez, mais tout ça pour la gentrification de Barcelone, est-ce que ça en valait véritablement la peine? Bon. Ce portrait, bon, je ne sais pas. Je pense que ce n'est pas trop la peine de nous situer sous la dualité pessimisme-optimisme, parce que c'est une économie des expectatives que, bon, parfois on les a évidemment, non? Quand on fait des choses et les choses sont en train de produire des transformations effectives, c'est clair qu'on attend et on espère dans les deux sens que les choses vont mieux. Mais bon, je pense qu'on doit échapper à cette économie des expectatives, des finalités, de ces comptes de résultats comme bilan de l'action politique. Il y a des cycles politiques et chaque je ne sais pas si génération, mais époque ou endroit a les siens. Alors, la biographie, on ne vit pas tout le temps, ni on a toujours la même âge, ni on est toujours dans la même situation. Alors, on traverse des cycles politiques, des cycles historiques qui nous affectent d'une façon ou d'une autre à certains moments de la vie. Ce qui c'est vrai, c'est que je pense que
le tournement pas seulement de... Bon, on pourrait dire que le siècle, le 21e siècle, 2000 2008 et maintenant la pandémie comme 3 dates traversées toutes elles par aussi la crise environnementale, climatique. C'est vraiment une situation, je dirais, d'accumulation de crises qui ne sont pas des crises au sens de dysfonction, sont des conséquences des décisions politiques, économiques et systémiques qui affectent, dans ce cas-là, chacun de nous, mais aussi la planète entière. Et bon, pour moi, être critique et être dans ça, sans produire des fausses illusions, non? Et ça, pour moi, c'est la mobilisation de la pensée, du désir, de la vie. C'est ne pas se tromper au sens de vouloir construire des petites illusions que parfois la gauche utilise un peu comme son produit théorique et politique, non? Vendre encore un peu de futur, un peu de progrès, un peu on va faire que ce soit un peu moins douloureux. Bon, c'est pas ça la politique ni la pensée, non. Je pense que si elle disait aussi qu'il y a parfois de la tristesse dans l'action politique ou dans la manière d'être là aujourd'hui, si vraiment on est conscient des ombres de notre temps, et ça veut dire de notre futur, mais ça engage encore plus pour moi. Alors, je ne suis pas dérotiste ou catastrophiste ou collapsiste. En fait, tous mes livres après Ciutat Princesa, la nouvelle illustration, la nouvelle Lumière radicale qui est traduite en France. Maintenant, j'ai fait un livre sur l'éducation qui s'appelle L'école des apprentis et qui a beaucoup à voir avec tout ce qu'on parle. C'est le contraire, non? Comment faire de cette base de la pratique sociale qui est la possibilité d'un engagement critique au savoir et aux autres, pas seulement dans le système éducatif, mais vraiment comme un rapport social où les liens sont repris à partir de nos manières de faire, peuvent être une base pas toujours formatée comme action politique, de programme, de parti, etc., institutionnalisé, mais vraiment comme l'humus, la base vivante d'un présent que je ne sais pas s'il y a du futur, mais au moins est vivante. Et on est là, non? Et c'est un peu mon sens de mon état émotionnel est cela. Alors non, pas de pessimisme, mais non plus d'optimisme. En tout cas, avant de passer la parole au public qui est là, pour quelques questions, s'il y en a. Autrement, j'en ai d'autres, mais essayons d'écouter les questions. Je suis frappé de voir que toutes les trois, vous insistez sur quelque chose qui est au cœur aussi de notre projet de l'école de l'Anthropocène, c'est-à-dire l'importance de l'apprentissage collectif par l'expérience partagée. C'est-à-dire, en fait, ce qui nous reste comme arme politique, c'est peut-être l'apprentissage collectif par expérience partagée et par l'accumulation et l'échange autour des connaissances. Et je pense que c'est pas si anodin que ça de le rappeler à un moment où les entreprises de destruction du système éducatif, partout au monde, sont celles que nous connaissons pour des motifs divers et variés, qui sont parfois des motifs strictement économiques, qui sont parfois des motifs idéologiques, qui sont parfois des motifs liés à des situations de guerre. Et personnellement, en tant qu'enseignant, je me sens, alors là pour le coup, outragé par toutes les actions de destruction du système éducatif que l'on connaît aujourd'hui et qui passent d'abord par la dévalorisation du savoir et par la dévalorisation de l'apprentissage par échange d'expériences. Pardonnez-moi de le dire comme ça, de façon un peu directe, mais j'arrive à un âge de ma vie où je peux me permettre de m'appuyer sur cette expérience pour dire que je n'ai jamais connu une période où on était aussi dans la dénégation
de l'apprentissage et de l'éducation qu'aujourd'hui, au plus haut niveau de l'État en ce qui concerne la France. Je sais que ce n'est pas beaucoup mieux en Espagne et ailleurs. Voilà. Ceci dit, et j'espère bien dit, est-ce que nous avons quelques questions dans la salle? Vous avez un micro qui circule. Yindra, notre homme orchestre de la semaine, peut vous amener le micro. Je vois que le maire de Villeurbanne nous a rejoint. Il dira un petit mot, bonjour Cédric, à la fin de cette séance. Mais n'hésitez pas à poser des questions. Allez, une petite. François de Gasperi, non. Maria, non. Oui. Dans ce cas-là, j'aurais une question à poser. Mais je vous en prie, présentez-vous, cher monsieur. Je m'appelle Indra Gardachvili, je fais partie de l'équipe de l'école urbaine de Lyon. Bonjour. Voilà, j'aurais une question à poser à Margot. J'aimerais savoir si le collectif Youth for Climate se situe dans une continuité des collectifs de lutte qui l'ont précédé. Est-ce que vous avez envie de vous inscrire dans une sorte de tradition de lutte ou est-ce que vous voulez vous référencer dans un champ particulier ? Bon, encore une fois, on est dans l'apprentissage. Donc on essaie de s'inspirer des luttes qui ont fonctionné. C'est pour ça qu'on s'intéresse beaucoup à l'histoire des luttes. Mais en même temps, le constat qu'on a fait, c'est que pour le moment, rien n'a marché, étant donné qu'on est toujours dans ce système productiviste, extractiviste qu'on dénonce. Du coup, l'idée, c'est aussi d'avoir une lutte créative et d'une lutte qui repense ses stratégies avec beaucoup d'autocritique au sein du mouvement, avec nos pratiques de lutte. Et en revanche, oui, bon, on étudie beaucoup au sein du mouvement, tous les mouvements anarchistes en fait. On s'appuie beaucoup sur la propagande par le fait, les actions symboliques, mais aussi on essaie de faire, on essaie de travailler avec les syndicats parce qu'il y a un moment quand même les syndicats ont beaucoup marché et voilà, mais c'est vrai que, et là je rejoins Michel sur les problèmes liés à l'éducation et au système éducatif, c'est qu'en plus de taper sur les savoirs, on essaie d'individualiser le plus les gens. Et par exemple, moi je sors du lycée, au lycée le niveau d'individualisme est tellement élevé, c'est-à-dire que là il n'y a plus de classes dans les classes de terminale, c'est des options. C'est-à-dire qu'on ne va pas passer du temps en classe. Donc c'est aussi difficile avec les stratégies de lutte qui existent, par exemple le blocus et tout. C'est des choses qu'on ne peut plus vraiment répéter aujourd'hui parce qu'il n'y a plus de conscience de classe au sein d'un lycée. C'est des personnes qui sont atomisées. Et donc par rapport à cette manière dont le système nous atomise et nous met dans des petites cases, eh ben on doit repenser nos luttes. Et nous, là, on est en train de lancer une réflexion au sein du mouvement sur les formes d'artivisme, donc d'activisme artistique, la créativité. Voilà, il y a beaucoup de formes qu'on pourrait faire et quelque chose qui nous fédère, qu'on aime beaucoup faire. Je ne sais pas si ça fonctionne, je pense que ça ne va pas faire la révolution, mais vraiment chanter des chansons, faire des chorales, c'est quelque chose qui est incroyable. Voilà. Oui, je vous en prie, une question là-haut, Yindra. Non, oui, mais c'est pour l'enregistrement, monsieur, donc il vaut mieux que vous preniez le micro. Merci. Alors, je vais faire très court. Je m'appelle Christophe Labouré, j'habite Villeurbanne depuis quelques années. C'est bon, là, comme ça ? Comme ça, voilà, parfait. Vous m'avez entendu, non ? C'est bon ? Oui, c'est bon, monsieur. Et donc, je suis sur la préfiguration d'un spectacle culturel sur les bords de Saône. Et moi, j'avais une question à poser à vous tous, en fait, à vous quatre. Est-ce que, enfin, Youth for Climate surtout, mais d'autres, est-ce que finalement, au-delà de ce qu'on appelle les luttes, les combats pour aller vers un monde meilleur, est-ce qu'il ne faudrait pas, enfin ça a été dit, hein, j'ai pas été là tous les jours, mais est-ce qu'il ne faudrait pas s'investir à fond dans de nouveaux récits, de nouveaux imaginaires, pour justement, même dépasser simplement l'idée de la lutte, mais voilà, de se donner de la joie et l'envie d'aller, moi ce qui m'intéresse, à travers un projet que j'ai avec d'autres personnes, c'est de retrouver la culture des rives, des fleuves, des rivières, et renouveler l'approche un peu écologique où on parle assez peu des cours d'eau. Voilà.
Mais Feda, peut-être, Marina et Margot, vous pouvez évidemment répondre. Margot a insisté sur la capacité mobilisatrice des chansons, qu'on retrouve d'ailleurs dans beaucoup de mouvements révolutionnaires. Hein. C'est pas pour rien que les chansons révolutionnaires ont eu cette importance. On a eu une conférence l'autre jour sur Colette Mani, Catherine Ribeiro, enfin toute une série de personnes qui en France et en Espagne, c'est une tradition très ancrée. Donc on peut tout à fait comprendre l'importance que ça a pour vous. Peut-être Feda, et puis d'autres répondront, cette idée d'autres récits, de nouveaux imaginaires, il me semble que c'est quelque chose de très présent dans ce que vous avez fait en Forêt de Bondy, justement avec ce travail avec un cinéaste, un chorégraphe, pour essayer aussi de trouver peut-être aussi non seulement d'autres récits, messieurs, mais d'autres formes narratives. Moi, je rejoins effectivement ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que, enfin, je vais m'expliquer. Si je prends l'exemple encore une fois de Clichy-sous-Bois, c'est très dur de s'emparer de quelque chose de très lourd, très sensible politiquement pour les gens qui l'ont vécu et qui ne nous appartient pas. Donc toutes les questions de réappropriation se posent. Mais néanmoins, au bout d'un an à habiter sur place, je me pose la question de est-ce que j'ai envie de traiter ça à travers quelque chose de soit muséographique, figé, soit sous des formes de conférences qui ne parleront pas aux premiers concernés parce que j'ai travaillé avec eux. Et donc c'est comment est-ce qu'on convoque effectivement l'imaginaire, le récit, la fiction, le désir, le rêve et souvent l'urbanisme qui est quelque chose c'est des bulles parfois aussi d'entre-soi de personnes. Comment est-ce qu'on éclate ça pour le raconter autrement ? Et je passe par les récits, moi. Et finalement, la question de l'eau, je m'y suis intéressé parce que j'ai découvert un immense bassin d'orage dans la partie la plus basse de Clichy-sous-Bois qu'on appelle le Chêne Pointu, qui est la partie la plus défavorisée de la ville. Et ce bassin d'orage a été construit parce qu'on a rasé la forêt, on a minéralisé les sols, et forcément la goutte d'eau, elle va aller au point le plus bas. Donc qui est devenue la partie la plus précarisée. Donc on trouve la réponse par l'eau et par la poésie de l'eau, en fait, qui répond soit à ses états chimiques, soit à des phénomènes physiques. Et donc, je me suis intéressé à l'eau à partir de ce moment-là. Et la forêt, c'est exactement la même chose. Du coup, je m'y suis intéressé, mais je traite ces éléments en tant qu'objet urbain. Je qualifie pas la forêt d'espace naturel. La forêt, la ville ne s'oppose pas pour moi. Elle est tout aussi artificielle qu'on peut considérer la ville naturelle. C'est un écosystème commun pour moi. Et donc, je convoque effectivement ces récits et ces imaginaires pour raconter autrement une histoire. Je ne sais pas si ça répond... Oui, il y aurait beaucoup à dire, mais si j'osais, j'interpellerais bien Maria, qui est dans le public, pour qu'elle nous dise ce qu'elle en pense, parce que Maria, venant du Mexique, avec son analyse aussi des formes de mobilisation dans le monde latino-américain, notamment auprès aussi des activistes du Chiapas, des activistes venus des peuples premiers ou autochtones. Peut-être pourriez nous dire que un des défauts que nous avons, pourriez-vous nous dire, Maria, c'est que nous avons parfois eu une approche qui est très occidentalo-centrée et très hémisphère nord, si je puis dire, de nos luttes et de nos mobilisations, et qu'il faudrait peut-être aller voir aussi du côté de ce qui se passe dans d'autres mondes, en particulier le monde latino-américain. C'était un peu ça que je pensais. Je pensais que c'est une question. J'ai des commentaires et des pistes à dialoguer, mais c'est pas une question comme ça, parce que la logique après des dialogues, c'est très vertical et c'est difficile. Mais j'avais pensé à plusieurs choses. D'abord pour Margot, j'avais pensé que en fait c'est comme ça que la théorie décoloniale est née. Donc, ce sont des mouvements sociaux réels, des personnes qui avaient des luttes très concrètes, qui faisaient des choses, qui se réunissaient. Et après, on a comme décidé que les mots et les théories qu'on avait, en fait, ne rendaient pas compte de ce que nous voulions et qu'il nous manquait les mots, mais que les mots n'étaient pas suffisants non plus, qu'il fallait faire les choses en même temps et qu'en même temps, il fallait jouir parce qu'on allait mourir et qu'on ne savait pas si ça va marcher ou pas. Donc, en même temps, la lutte doit défendre la joie et après, on a eu l'expérience des zapatistes qui nous a vraiment comme changé tout et nous a donné beaucoup de pistes et beaucoup d'espoir. Et je pense que c'est tout en même temps pour nous. Et il y a des pistes. Et aussi cette idée de si ça marche ou ça ne marche pas, c'est très nord.
Parce que parfois, si on est content et si on peut jouir, ces moments-là, ça suffit. Parfois, ce sont d'autres choses qu'on cherche. Et je pense que c'est aussi ça pour moi. Et je travaille un peu avec les esthétiques du cœur. Et ce que je voulais donner un peu, c'est qu'il y a de l'espoir, mais pas d'espoir moderne. Donc, il n'y a pas personne qui va venir nous sauver et il n'y a pas les grands mouvements qui va comme changer tout, mais il y a des choses à faire. Et pour moi, ce dialogue, c'est déjà beaucoup. Que ça se passe en France, un dimanche, et qu'on est en train de parler de ça et que le discours n'est pas eurocentré. Et qu'on parle de rationalité, et je pense que c'est déjà beaucoup, donc on en parle, ça c'est déjà beaucoup, et mais si vous voulez réagir, ça serait très cool, mais... Margot peut-être a envie de réagir, je sens Très le micro. rapidement, oui, je sais, par rapport à l'espoir, j'ai peut-être été un peu pessimiste tout à l'heure, mais en fait, il faut comprendre que... moi, ce qui me fait tenir en ce moment, c'est mon mouvement. Parce qu'en fait, à l'intérieur, on est un petit écosystème et on construit demain. Et on est en train ils sont là-bas, mes copains. On est en train de s'organiser justement pour l'après et co-construire. Et je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites sur il y a des expériences qui ne marchent pas, mais en fait, c'est pas grave. L'efficacité, c'est pas ce qu'on doit rechercher tout le temps. L'efficacité, c'est une logique du marché aussi. Et des fois, des choses ne fonctionnent pas, mais nous apprennent beaucoup plus de choses que si ça avait marché. Donc, je suis totalement d'accord. Alors, Maria vient de nous faire un choc puisqu'elle a dit que personne ne viendrait nous sauver, ce qui est quand même un dimanche un peu une tuile, mais prenons néanmoins cette information avec la sérénité nécessaire. Dernière question, s'il vous plaît. Ensuite, Cédric Van Sivendal, le maire de Villeurbanne, viendra nous dire un mot de conclusion. Oui, bonsoir. C'était une question par rapport à toutes les interrogations qu'on a pu entendre cette semaine, en tout cas toutes celles auxquelles j'ai pu assister. Et le thème de ce soir l'énonce un peu de cette façon-là, c'est-à-dire comment peut-on construire un commun futur ou un futur commun. Voilà. Et moi, j'ai envie de vous poser la question à tous les quatre. Avant de penser, la question est la suivante, avant de penser la construction d'un futur commun, et l'architecte sait de quoi on parle quand on veut dire construire, ne faudrait-il pas s'interroger sur ce qu'il nous faut déjà déconstruire de notre vision de ce que c'est que construire un commun futur, quoi. Déconstruire un futur qui est celui pour lequel nous sommes formatés, a priori, différemment selon les régions du monde et les cultures. Mais pour autant, selon vous, aujourd'hui, quelle est l'urgence d'une déconstruction de notre conception du futur, voilà, qu'il faudrait introduire ? Alors, chacun peut répondre en 35 secondes, 6 dixièmes. Marina, peut-être. Feda a déjà parlé de la déconstruction, en fait. Marina, peut-être. Et puis Margot. Si, je pense que un peu, il y a un rapport entre les deux interventions, même si elles sont très différentes. Et je pense on s'est situé dans cette nécessité de ne pas accepter l'idée du futur seulement comme une voie droite, une ligne, ou bien une menace, ou bien un sauvetage, ou bien ça va finir bien ou mal. Non, comment faire un espace-temps qui soit vraiment la condition pour la rencontre, pour la transformation, pour l'apprentissage, pour l'action politique, pour l'interruption. Il y a des multiples stratégies du collectif, mais qui ne passent pas pour cette idée ou cette construction d'un futur comme ligne droite. Et je pense que ça nous rend plus libres déjà, si on laisse tomber cette idée, et que c'est une libération que depuis longtemps, même la pensée, l'action vient à nous donner la possibilité de penser autrement, mais que revient quand le futur a laissé d'être un seul projet, je pense, depuis la modernité. C'est plus hégémonique comme construction d'une seule civilisation, d'un seul ça, je pense qu'on l'a questionné ici et ailleurs, à plusieurs voies, mais que quand le futur redevient perceptible comme
comme cette menace qui nous, non, qui nous hante tous, alors ça ferme à nouveau cette idée de possibilités ouvertes, de futurs possibles, etc. Alors il faut peut-être déconstruire ce futur menaçant comme le seul destin de l'humanité, non, de la planète, etc. C'était un peu le sens de la soirée sur l'urgence que nous avons organisée. Si vous en êtes d'accord, nous pourrions dire que nous avons non pas épuisé le sujet, mais terminé la conversation pour ce soir. En vous remerciant, Marina Garcés, Marina, Feda, Margot, en vous remerciant d'avoir été avec nous jusqu'à tard pour ce dimanche après-midi où nous avons appris que personne ne viendra nous sauver. Merci Maria. Et en vous remerciant d'avoir été là, présent dans cette salle, fidèle public, nombreux depuis le début de la semaine, même si aujourd'hui nous sommes un peu clairsemés, mais c'est dimanche. En remerciant ceux qui nous suivent en ligne et en n'oubliant pas de saluer le travail de l'équipe technique en régie qui a été magnifique durant toute cette semaine où des activités ont succédé à des activités très variées, en rappelant à tous ceux qui n'avaient pas pu être là vendredi soir pour la performance autour de l'urgence que vous avez bien eu tort, mais que cette performance est accessible en ligne parce que c'était vraiment un moment particulier auquel nous avons participé tous les quatre. Et personnellement, c'est une des soirées les plus intenses qui m'a été donnée de vivre dans ma carrière d'universitaire et j'en suis très content. En vous disant que nous serons de retour l'année prochaine pour l'école de l'Anthropocène et avant cela pour notre programmation ordinaire dès le mois de mars. Nous reprenons nos mercredis, nous reprenons nos cours publics. Nous espérons pouvoir bientôt réouvrir un bar puisque le bar nous manque toujours un peu pour pouvoir penser pleinement, hein, puisque nous préférons le vin d'ici à l'au-delà, comme chacun sait. Et oui, il fallait que je la place. Et donc, je vous demande de bien vouloir accueillir Cédric Van Stevendal, qui est la puissance invitante en tant que maire de Villeurbanne et qui a véritablement tout fait pour que nous puissions fonctionner ici. Et Cédric, vraiment, de façon spontanée, a accepté de venir dire quelques mots en fin de journée. Ce n'est pas une déclaration officielle, ce n'est pas une annonce de sauveur, justement, mais c'est juste un témoignage de, je crois, l'importance que la ville de Villeurbanne a accordée à cette manifestation. Et je voudrais évidemment remercier les services du RIS, les services de la ville de Villeurbanne pour nous avoir accueillis pendant cette semaine qui a été vraiment très intense. Cédric, je t'en prie, viens ici. Le micro, peut-être. Alors, je peux peut-être un peu... Non, c'est bon, je vais poser juste ça là. D'accord. Ah, tu as le micro. Ok. Bon, c'est typiquement le genre de situation que je déteste, même si je suis venu assister à toute la conférence. C'est-à-dire que je suis pas arrivé il y a 5 minutes, j'ai juste pas eu la présentation de Feda et Margot, mais j'ai eu la présentation de Marina, donc j'avais 5 minutes de retard, mais j'ai assisté à la totalité. Généralement, ça m'aide d'assister à l'ensemble de la conférence pour prendre la parole. Là, pas forcément, en fait. Au regard de l'âpreté du propos et puis surtout de la force de l'interpellation. Voilà. Et vous avez le droit de taper sur le politique aujourd'hui, mais reconnaissez quand même que c'est pas facile d'en faire. Moi, ça fait 18 mois que je suis élu, jamais été élu avant. J'étais plutôt du côté de ceux qui faisaient. Et je me suis dit qu'à un moment, c'est pas du tout ce que j'avais prévu de dire, hein, mais du coup c'est normal, à chaque fois c'est comme ça. Mon équipe en a un peu marre, hein, parce qu'ils passent des heures à écrire des trucs dans lesquels je pioche plein de choses, hein. Mais voilà, à chaque fois j'essaye de réagir en sincérité, en honnêteté avec ce qui a été évoqué. Je disais donc, j'ai jamais fait de politique, je suis passé de ce côté pour faire des choses dans un moment où il y a une forme de discrédit total, en fait. Et c'est assez dur, en fait, pour quelqu'un qui a fait avant, de passer à une position où, de par le simple fait d'être étiqueté politique, vous perdez toute forme de crédibilité. Alors que j'ai l'impression que pendant 20 ans, j'ai fait 2-3 trucs, très modestement, et puis à la place qui était la mienne, voilà. Et ça, c'est quand même quelque chose, dans nos modèles,
qu'il va falloir qu'on réinvente, hein, sinon on va pas y arriver. C'est-à-dire que si les femmes et les hommes de bonne volonté, au sens conscient des urgences, sincèrement volontaires pour s'engager dans les transformations nécessaires, de par les simples étiquettes qui leur sont accolées, on peut plus parler, ça va pas le faire, quoi. Voilà. Et ça, moi, aujourd'hui, c'est ma grande inquiétude. Voilà. Je vous la livre comme ça, on va pas y répondre ce soir, mais ça fait partie quand même des défis qu'il va falloir trouver ensemble, parce que moi, quand j'écoute ce que vous dites, Margot, il n'y a aucune familiarité, hein, mais simplement vous avez passé la soirée à vous appeler par vos prénoms, donc je me permets de le faire. Moi, c'est Cédric. Voilà. C'est pas mon prénom, donc de toute façon, c'est pas grave. Bah, qu'est-ce que c'est un pseudo. Ah bon, bah, très bien, parfait. Donc c'est bon, alors c'est encore plus facile. Enfin, ce que vous dites, moi c'est comme toi, hein, je vais faire boomer, même si je suis un peu plus jeune que toi quand même, Michel. Mais enfin, je retrouve beaucoup de choses autour de moi, ce qui m'a construit, qui est l'éducation populaire, quoi. Enfin, tout simplement. Et ça me va qu'aujourd'hui on se ressaisisse des fondements de l'éducation populaire pour mener un certain nombre de luttes. Voilà, j'avais envie de dire ça quand même en introduction par rapport à la tonalité du propos, dont je partage complètement le constat. Et moi, je crois que par rapport à ce risque de désespoir, ce dont on a besoin, c'est pas d'espoir, c'est de courage politique, de courage de s'engager, de prendre un certain nombre de responsabilités. Et moi, j'aimerais qu'on arrive à se dire que nous avons cela en commun, toutes celles et ceux qui sont en train de se mobiliser, toutes celles et ceux que Michel Lusseau et son équipe a invités à venir témoigner toute cette semaine au RIS pour échanger sur tellement de sujets que ça va pas être possible de les rebalayer, bien entendu, mais moi je vais m'arrêter sur un espèce de fil rouge. Alors c'est ma propre reconstruction de la semaine, vous n'êtes pas du tout obligé d'être d'accord avec moi, mais j'ai regardé ce qui s'est passé, j'ai entendu 2-3 éléments, j'étais à l'ouverture de la semaine, et je crois que notamment en commençant par la première conférence de Pablo Johnson sur les sciences qu'il nous reste à inventer finalement pour penser l'habitabilité de la Terre, moi en tout cas c'est mon fil rouge. Alors je ne sais pas s'il y a encore une habitatologie, non ça n'existe pas encore, non, peut-être un autre terme, il faut la retrouver, mais en tout cas je trouve que c'est intéressant de se dire qu'est-ce qu'il va falloir qu'on construise comme capacité à continuer à habiter ensemble. Alors si on arrive à garder la planète, hein, mettons que c'est ce qu'on essaye de faire, mais du coup, qu'est-ce qu'il va falloir qu'on construise pour continuer à habiter ensemble? Et il y a beaucoup de choses qui ont été dites dans cette semaine. D'abord, bien sûr, la question des interdépendances, que beaucoup de choses sont liées. Alors il y a eu des images avec une forme de naïveté, mais qui doivent quand même venir nous interpeller sur le fait que respecter le chêne, c'est penser ses interactions avec le mulot. Alors ça peut faire sourire comme cela, mais on voit bien ce qu'il y a derrière sur notre conception du rapport au vivant. Il y a eu aussi beaucoup de choses sur le fait que habiter ensemble, finalement, c'est une manière de se laisser traversé par l'asymétrie des relations qui existent aujourd'hui dans toutes les formes de vivant, et que c'est certainement cela qu'on a du mal à construire, à la fois reconnaître cette asymétrie et en faire quelque chose qui produise du fruit, du résultat dans cette capacité de continuer à faire lien. Et puis, si on peut reconnaître aussi cette dissymétrie, j'ai eu la chance de prendre un petit déjeuner avec Sinamé, son prénom j'y arrive, Kofi Abdoginou, c'est comme ça à peu près, hein, parce qu'il n'a pas voulu que j'appelle par son nom de famille, il a juste dit Sinamé. Donc on a pris un petit déjeuner avant qu'il vienne ici. Sinamé, il a inventé des communautés sur 1 kilomètre de rayon autour de technologies numériques. Alors bien sûr, il se défie complètement du modèle de Smart City, mais il se dit autour d'inventions numériques, on peut arriver à avoir des communautés agissantes qui ont un périmètre d'1 kilomètre, et si comme ça on multiplie ces communautés, en fait on arrive à changer ce qui se passe au Togo, en tout cas pour lui, c'est ce qu'il essaye de faire. Mais derrière son idée, je crois qu'il y a quelque chose autour de qu'est-ce qui rend la ville vivable et qu'est-ce qui fait intérêt commun dans ces proximités du kilomètre. En tout cas, moi, ça m'a profondément intéressé dans cette rencontre. Et puis, l'autre point aussi, mais monsieur, vous le disiez tout à l'heure en interpellant les intervenants sur finalement cette capacité à habiter, ça interroge le récit commun qu'on a du mal aujourd'hui à écrire, hein. Enfin, soyons clairs les uns avec les autres. Je crois profondément que la culture peut bien sûr en prendre une partie de responsabilité, mais certainement que aujourd'hui, en fait,
il y avait un rapport que Michel connaît parfaitement, enfin Dubedou 83, Ensemble refaire la ville. Moi je crois qu'en 2022 c'est Ensemble refaire ville en fait. C'est ça notre difficulté, c'est pas forcément tant la question des formes urbaines et architecturales que celle de la nature de ce qui nous lie au quotidien. En tout cas moi c'est des choses qui m'intéressent et que j'ai retrouvées dans les éléments qui ont été présentés pendant toute la semaine. Et donc finalement ce qui me semble intéressant dans cette semaine, c'est comment est-ce que toutes les sciences continuent à nous tracer un chemin de possibilités d'habiter. Voilà, ça m'intéresse. Moi, en tout cas, en tant que responsable politique, ça m'intéresse. Et ça m'intéresse en plus parce que ça me renvoie à un certain nombre d'éléments importants dans ce qui m'a construit. Moi, je suis un bébé de Barbara Allen et Michel Bonetti, que peu de gens connaissent quand même, faut être honnête. Barbara Allen et Michel Bonetti sont des chercheurs au CSTB et qui ont monté un laboratoire de sociologie urbaine générative. Donc, autant dire que c'est quand même un peu pointu comme expertise. Mais s'il y a un seul bouquin à lire de leur part, c'est Habiter ou le bricolage imaginaire de l'espace, où ils racontent comment est-ce que finalement, habiter ensemble, c'est simplement la rencontre d'un certain nombre de constructions individuelles que nous avons, de ce qui fait qu'on se sent d'un lieu, d'une histoire, d'un territoire, et que c'est ça qui est le plus difficile à construire en fait, parce qu'on projette tellement de représentations individuelles que c'est difficile de construire une représentation commune qui nous donne l'impression d'être de cette histoire, d'être de ce territoire. Et moi en tout cas, c'est ce qui m'intéresse de travailler là où je suis, et donc je vous remercie infiniment Michel par cette semaine de continuer à nous aider à enrichir cet imaginaire qui nous permet de bricoler l'espace qui va nous donner la possibilité d'habiter ensemble, en tout cas de continuer à habiter ensemble. Voilà pour en tout cas ces quelques mots qui retracent moi ce que j'ai retiré de cette semaine. Permettez-moi quand même de remercier les équipes du RIS, puisque vous nous avez remercié l'accueil à Villeurbanne, mais ça a été le travail des équipes de Vincent Véchambre qui est là, et je vous remercie infiniment Vincent et vous et toutes vos équipes de vous être pliés à cette organisation pas facile, hein, parce que ça semble très sérieux comme ça, là, la semaine de l'Anthropocène, l'Université urbaine de Lyon, mais je sais que parfois ils peuvent s'affranchir d'un certain nombre de règles ou de modes de faire, mais c'est ce qui fait aussi la singularité de ces moments, et c'est ce qui fait qu'on était très fiers de vous accepter et de vous accueillir avec beaucoup de plaisir. Il n'y a aucun sous-entendu dans ce que je dis, hein, c'est juste que faire cohabiter un certain nombre de choses, c'est pas toujours simple, et ça a été un plaisir de le faire, mais je remercie les équipes du RIS de s'y être pliées. Voilà, et puis pour la suite, j'ai envie de dire, cher Michel Lussot, cher Valérie Didier, cher Cédric Duroux, vous savez qu'on espère encore plus de présence de l'école urbaine de Lyon à Villeurbanne, encore plus, pourquoi pas, de rendez-vous avec vous. Et donc, notre porte vous sera toujours ouverte avec un immense plaisir, parce qu'à la fois, ça nous fait du bien, mais je crois qu'on en a profondément besoin. Merci à vous pour votre attention. Désolé d'avoir plombé l'ambiance, parce que normalement, il y avait un concert, un dîner, enfin, en tout cas, quelques agapes. En fait, il n'y a rien à cause de cette satanée crise Covid. Enfin, rien. Officiellement, ouais, voilà, c'est ça. Donc je ne suis pas là quand vous allez faire des choses que je ne veux pas savoir. Voilà, mais passez une très belle soirée et à très bientôt.